Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jikubi, et je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui est le 4e épisode de Zoofish. Ça fait longtemps, et aujourd'hui il est temps de reprendre cette série très importante de vidéos, en parlant pour la première fois d'une espèce d'insecte. Il va s'agir là, certainement de l'un des insectes les mieux connus du grand public. Il s'agit d'un prédateur, on le surnomme le tigre de l'herbe, vous l'avez sans doute compris. Je vous accueille aujourd'hui dans le 4e épisode de Zoofish, dans lequel nous allons parler de la menthe religieuse. Alors sans plus tarder, c'est parti. Le choix de la menthe religieuse pour cet épisode n'est pas anodin. Vous avez affaire à l'un des insectes les mieux représentés dans le domaine humain. Dans de très nombreux domaines on peut la retrouver. Mais avant tout ça, une précision. Il faut savoir que lorsque l'on parle de menthe religieuse, cela peut comprendre, à tort, plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'espèces de menthes. Sauf que l'espèce que l'on présente aujourd'hui dans cet épisode, c'est la véritable menthe religieuse. Parce que d'abord elle est appelée menthe religieuse en nom vulgaire, mais surtout on le retrouve dans le nom scientifique, la Mantis religiosa. Mais pour ce point, on se penche de manière générale sur les menthes. Et donc je disais que la représentation des menthes dans la culture humaine est très vaste et surtout dans de très nombreux domaines. Les menthes peuvent être retrouvées dans le domaine littéraire, dans des histoires. On va les retrouver dans le domaine artistique, des peintures. Évidemment, vous les connaissez pour leur lien avec la religion, en raison de leur posture que l'on expliquera plus tard. Et surtout, les menthes sont parmi les rares insectes que l'on a retrouvés dans des gravures de grottes. Tout ceci prouve la captivation de l'homme pour ce super prédateur. Et oui, c'est un prédateur, et c'est le thème du prochain point. Il m'est impossible de traiter de la menthe religieuse sans parler de sa morphologie de prédateur. Toutes ces caractéristiques sont là pour rappeler sa capacité à prédater. On a affaire à un corps long, ainsi qu'une couleur qui va favoriser le mimétisme dans son environnement. Elle peut varier du brun au vert. Elle est également dotée d'une vision en stéréoscopie, ce qui va lui permettre de prendre en compte le relief. Et on a parlé juste avant de son lien avec la religion. Eh bien, il faut savoir que cette posture est due à ses pattes ravisseuses qui sont repliées sur elles-mêmes. On a affaire ici à une arme létale qu'elle va tout simplement déplier sur ses proies qu'elle va chasser, les refermant, bloquant ainsi la pauvre proie. Elle est également dotée d'une paire d'ailes durcies, au-dessus de celles qui pourraient lui permettre de voler de temps en temps, bien que ce soit rare. Mais attention, ce ne sont pas forcément des élytres, contrairement aux coléoptères. Ces caractéristiques sont là pour la définir en tant que prédateur. Vous avez sans doute déjà vu des images d'une menthe qui a attrapé dans ses pattes une proie bien plus grande qu'elle. Et c'est vrai, la menthe religieuse est capable de chasser des grenouilles, des lézards, voire des serpents, même si évidemment elle a tendance à chasser plus petit qu'elle. Et ben cette scène, vous serez peut-être en mesure de la voir un jour, car il faut savoir que sa répartition est très large. Prochain point sur la répartition nationale. En France, la Mantis religiosa est tout simplement présente sur l'ensemble du territoire métropolitain, bien qu'il y ait une raréfaction de l'espèce quand on va vers les territoires du nord. Et d'ailleurs, de toutes les espèces de menthe en France, il y en a une dizaine, il s'agit de la plus commune. Qu'en est-il donc de sa répartition dans le monde ? La répartition mondiale est un peu plus intéressante. On va d'abord zoomer sur l'Europe. On peut remarquer ici que la menthe religieuse s'étend vachement vers l'est jusqu'à la Russie. Évidemment, elle est vers l'Espagne, dans les pays de l'Europe centrale. En revanche, elle sera absente du Royaume-Uni ainsi que du Danemark, de la Suède et de la Finlande. Si on dézoome et qu'on prend ensuite la map du globe total, elle est présente dans plusieurs pays chauds, Japon, Australie, l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud. Et surtout, il faut savoir que la menthe religieuse est très présente aux États-Unis en tant qu'espèce invasive. Et oui, je vous rappelle que les espèces invasives, c'est dans les deux sens. Les espèces de chez nous peuvent très bien être invasives dans un pays extérieur. Et ben c'est le cas pour la menthe religieuse qui cause pas mal de soucis chez d'autres populations d'insectes dans l'Amérique du Nord. On a donc affaire à une espèce d'insecte dont la distribution est assez large avec une tendance pour les pays
tempéré. Comme à l'accoutumée, on termine sur l'aspect de la protection et de la réglementation. Et autant vous dire que je n'ai pas trouvé grand chose. Et c'est en général le cas chez les insectes en France. C'est un sujet qui est très peu développé et assez mal traité. Il y a très peu d'espèces qui sont protégées véritablement en France. De tête, on va retrouver l'agrillon de Mercure et la magicienne dentelée notamment. Il y a quelques espèces de papillons aussi. Mais en tout cas, concernant la menthe religieuse, il n'y a pas grand chose. J'ai simplement trouvé un arrêté de 93 concernant les insectes en Île-de-France. Donc oui, c'est un sujet qui est assez maltraité et c'est assez dommage pour une espèce bien connue du grand public. Ça serait peut-être justement l'occasion de développer sur ce domaine. Et je fais un petit parallèle car c'est la même chose chez les araignées. Bien que ces dernières aient pu voir une liste rouge émise par l'UICN en avril 2023. Document que je vous invite évidemment à retrouver et à consulter. On termine donc ici la présentation générale de la menthe religieuse et j'espère que vous êtes prêts à en apprendre encore plus dans la partie 2, la présentation entomologique. C'est parti avec l'identification. On va donc démarrer cette partie entomologique comme à l'accoutumée avec le point de l'identification. On va regarder ici les critères permettant de discriminer la menthe religieuse et essayer de la comparer aux espèces avec lesquelles elle peut être confondue sur le territoire français. Avant toute chose, quelque chose que je ne dis pas souvent et qui est pourtant très important, la couleur n'est jamais un critère majeur. Et si elle doit être un critère, elle n'est jamais à prioriser. Surtout ici par exemple avec la menthe religieuse, car comme je vous ai dit, sa robe est variable. On va donc se baser sur d'autres éléments, et notamment au niveau des pattes ravisseuses, à la base dans le sens où elle se loge avec le thorax. On va trouver une marque, une ocelle blanche d'une assez grande taille sur fond noir. Et il faut savoir que de toutes les menthes de France, c'est la seule à posséder ça. Et sur une espèce aussi grande, c'est facilement visible. Ce critère permet notamment de la démarquer de l'espèce qui je trouve lui ressemble le plus. Il va s'agir de la menthe méditerranéenne que l'on appelle Iris oratoria. Alors cette dernière, en plus d'être plus petite, possède également des ailes avec un dessin sous les hémiélytres, attention. Mais déjà, désolé, j'ai pas de photo pour représenter cette espèce, mais sachez que concernant la menthe religieuse, ses ailes sont totalement dénuées de tout dessin. Pour continuer avec les confusions possibles, il y a deux espèces qui je trouve peuvent être citées. On va nommer l'Ampus penné, qu'on peut retrouver dans le même habitat, qui elle aussi est plus petite et qui surtout possède des antennes d'une toute autre forme. Je vous laisse admirer. Et enfin, on peut peut-être nommer la menthe décolorée Ameles décolore, qui peut également être trouvée dans le même habitat, mais qui a une morphologie qui je trouve est assez différente, et surtout l'absence des ailes chez certains individus. Pour continuer avec l'identification, un dernier point très important, c'est la caractérisation de la ponte. Lorsque les menthes vont pondre, elles vont créer une structure que l'on appelle une oothèque. Toutes les espèces de menthes en font, du moins en France. Ce sont dans ces structures que l'on va retrouver la ponte de la menthe religieuse, et il faut savoir que chaque espèce a sa forme d'oothèque. Alors la menthe religieuse, c'est très simple. Étant la plus grande, elle va avoir les plus grandes zoothèques, qui en général, elle va les mettre sous les pierres. Alors selon les espèces, on va avoir d'autres substrats, que ce soit des branches ou un peu plus en hauteur. Et pour l'anecdote, les blattoptères, font également des zoothèques, sauf que ces dernières les portent. Au final, pour la menthe religieuse, il s'agit d'une espèce qui est facilement caractérisable. Elle n'a pas beaucoup d'espèces avec lesquelles la confondre, et surtout, en général, avec sa taille, il est très facile de la reconnaître. Son environnement est lui aussi très caractérisable. On est sur le point de l'écologie, et la menthe religieuse va affecter des environnements où le couvert végétal est dense. On va parler de champs qui sont en train de s'embroussailler, de ronciers, voire même de garrigues dans les buissons. Dans ces environnements, on peut la croiser au détour d'une marche, au milieu d'un buisson, totalement immobile, en embuscade dans l'attente de sa future proie, où elle se confond justement avec les branches. Il est tout à fait possible de la croiser avec une autre espèce qui est l'Ampus penné. On peut trouver les deux sur le même support, c'est totalement possible. Et il est également totalement possible de trouver des individus isolés en ville, dans des milieux urbains. Alors là, il s'agit tout simplement d'individus qui ont essayé de voler ailleurs,
ou alors de femelles qui cherchent une zone de ponte. En tout cas, retenez qu'elle aime là où il y a beaucoup d'herbe, où elle peut se cacher. C'est là où on la retrouvera le plus. Entamons donc le grand point de cette vidéo. Il va s'agir de la partie sur la biologie. Comme d'habitude, c'est une partie beaucoup trop large pour parler de tout. On va donc zoomer sur un sujet en particulier, et ici, vous l'attendiez peut-être, il va s'agir du cliché qui colle à la peau de la menthe religieuse. Il s'agit du mâle se faisant dévorer lors de l'accouplement. Premièrement, je vais vous expliquer que ça n'existe pas seulement chez la menthe religieuse, et ensuite, plusieurs hypothèses de pourquoi ça peut exister, car aujourd'hui il n'y a toujours pas de consensus, et donc c'est parti, on va parler de cannibalisme sexuel. Déjà, ce cannibalisme, il faut le prendre comme une forme de conflit sexuel, comme on en retrouve sous de très nombreuses formes dans le monde du vivant. Le cannibalisme en est juste la forme la plus extrême de conflit entre deux ou plusieurs individus pour la reproduction, pour transmettre les gènes de l'espèce. Ce serait faux de donner ce comportement uniquement à la menthe religieuse, alors qu'il apparaît chez d'autres groupes d'animaux. On va notamment l'avoir chez les araignées, chez les hyménoptères, ou bien les serpents et même les amphibiens. Et donc chez la menthe religieuse, pour l'expliquer, il y a plusieurs hypothèses. La première, il s'agit du dimorphisme sexuel, et à vrai dire, la plupart des hypothèses tournent toujours autour de cet aspect de se nourrir, vous allez le voir. Donc le dimorphisme sexuel est très probable dû au fait que la femelle est bien plus grande que le mâle de 2 ou 3 cm. De ce fait, les individus masculins sont de potentielles proies. Aussi, une hypothèse qui revenait souvent mais qui depuis a été écartée est l'apport d'énergie. En se nourrissant du mâle, la femelle pouvait puiser cette énergie pour développer ses œufs et également pour la ponte. C'est une hypothèse qui ne revient plus du tout et qui, je pense, est à oublier également. Et donc dans ces conflits, le mâle n'est pas toujours une victime. Il a trouvé quelques astuces pour s'en sortir et notamment détourner l'attention de la femelle. Et pour détourner son attention, le mâle va tout simplement blesser la femelle. Alors attention, pas mortellement évidemment, mais de sorte à pouvoir se reproduire sans servir de proie et pouvoir partir après sans avoir pu mettre sa vie en jeu. On a là affaire à une évolution, à une adaptation du mâle qui va trouver des stratagèmes pour cette reproduction qui est très dangereuse pour lui. Alors sachez d'ailleurs, pour la petite anecdote, que chez d'autres espèces de menthes, on a de la parthénogenèse, c'est-à-dire que les femelles peuvent féconder leurs œufs elles-mêmes. Tout simplement, le mâle, quand il y en a, ne sert donc pas à grand chose, si ce n'est seulement de proie. Alors concernant la menthe religieuse et ce cliché, c'en est bien un. Déjà, c'est pas à 100%, et petit à petit, on observe des évolutions, il y a des stratagèmes, et surtout, la menthe n'est pas du tout la seule à pratiquer ce cannibalisme sexuel. Il est à présent temps de passer à ma partie favorite, il va s'agir de la classification de notre chère menthe religieuse. Nous allons très vite passer sur les deux premiers taxons, qui sont beaucoup trop grands, il y a beaucoup trop de choses à dire. Il y aura des vidéos précises dessus, sur ces sujets. La menthe religieuse se trouve donc dans l'embranchement des arthropodes, sans surprise, dans lequel on retrouve les êtres vivants se définissant par une articulation qui se fait grâce au squelette externe en chitine. Pour le terme, je vous renvoie à un épisode de Biotope sur le vocabulaire de l'entomologie. Et évidemment, on la retrouvera dans la classe des insectes, qui eux se caractérisent par le fameux corps en 3 parties, avec la tête, le thorax et l'abdomen. On arrive donc à l'ordre des Manthodea, les Manthoptères. Et pour ce taxon ainsi que ceux qui vont suivre, surprenamment, j'ai pas trouvé beaucoup d'anecdotes de quelles sont les caractéristiques de ces ordres, de cette famille ou de ce genre. Donc on va essayer de combler avec d'autres anecdotes sur d'autres taxons. Et on va aller voir un taxon désuet, qui n'est plus trop utilisé mais qu'on entend quand même de temps en temps quand on côtoie des orthoptérologues. Il s'agit donc des spécialistes qui vont étudier les grillons, les sauterelles, les criquets, entre autres. Il s'agit du taxon des orthoptéroïdes. Vous l'entendrez du coup en côtoyant ce genre de personnes, car il faut savoir que lorsqu'ils font des suivis par exemple, en plus de prendre les orthoptères, ils vont prendre les forficules, les phasmes, les blattes et évidemment les menthes. Tout ceci regroupé sous le terme d'orthoptéroïdes que vous pourrez être amené à retrouver si vous travaillez dans le milieu.
Et donc dans ce taxon désuet des orthoptéroïdes, on retrouvera l'ordre des Mantodea, les Mantoptères. Passons tout de suite à la famille. Dans la famille des Mantidés comptant environ 2000 espèces, on va retrouver les caractéristiques suivantes qui pour certaines ont déjà été citées un peu plus en amont de la vidéo. Les Mantidés se caractérisent par la présence d'une tête de forme triangulaire, portant des antennes filiformes mais parfois épaissies, comme on a notamment chez l'Ampuse. Aussi, les pattes antérieures sont des pattes ravisseuses, pourvues d'épines et de tubercules. D'ailleurs, le nombre et la forme est parfois déterminant chez certaines espèces. Et on notera également le fameux dimorphisme sexuel, ayant été également cité plus tôt, avec notamment un mâle beaucoup plus fin, et la femelle portant un abdomen bien plus imposant, permettant d'avoir les organes nécessaires à la fabrication de l'ootech et pour porter les œufs. Et au sein de cette famille, nous avons notamment le genre Mantis. Ce sera également très rapide avec les deux derniers taxons. On est sur le genre Mantis, qui comporte aujourd'hui qu'une seule espèce, Religiosa. Mais ça n'était pas le cas par le passé. Je vous mets en lien dans la description de la vidéo une étude ayant été faite en 1968, ayant permis notamment de discriminer le genre Paramantis du genre Mantis. Ça a mis du coup quelques espèces de côté, dû notamment à des études sur les génitalia, les plaques génitales. Aujourd'hui, le genre Mantis comporte donc uniquement la Mantis religiosa. On peut donc dire que notre mante religieuse est unique en son genre. C'est sur ces mots que je termine le point de la classification, ainsi que ce Zoofiche numéro 4. J'espère que cet épisode de Zoofiche vous aura plu. Ça me tenait à cœur de revenir avec ce concept phare de la chaîne après cette petite période de disparition due à des raisons scolaires. Je suis à présent de retour et sachez que pour les prochaines vidéos, ce sera soit un épisode de Biotope, car il y a encore 2 sujets que j'aimerais traiter dans l'impératif, ou bien on partira sur de la botanique. En tout cas, les prochaines vidéos sortiront dans les prochains mois, je vous l'assure, 1 ou 2. Et en attendant, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.